Bonjour, après nous être intéressés à la dimension un peu plus historique de la construction européenne, on va voir à présent quels sont les espaces qui sont, ou pas d'ailleurs, intégrés dans cette Union européenne. On va donc voir cette première question et on va aussi voir quelle est la place de la France dans cette Union européenne. Alors l'Union européenne, on l'a déjà un petit peu vu dans le cours précédent, ce sont tout d'abord des réalisations concrètes. Comme par exemple l'euro, qui remplace donc les monnaies nationales depuis le 1er janvier 2002 et qui est un exemple inédit de monnaie unique à l'échelle planétaire. Rappelons-le. L'Europe, c'est aussi l'espace Schengen, qui regroupe donc 22 États pour la libre circulation des personnes et qui permet donc également entre ces pays une union douanière, et certains pays, nous l'avons également déjà vu, ne font pas partie de l'Union européenne, pourtant ils font partie de l'espace Schengen. Plus concrètement encore, l'Union européenne, c'est également des coopérations dans le domaine industriel, comme par exemple pour la fusée Ariane, qui est fabriquée par plusieurs pays, comme entre autres la France, la Belgique ou l'Allemagne, qui chacun de ces pays fabrique une partie différente de la fusée. L'Union européenne, c'est aussi la politique agricole commune, c'est-à-dire depuis 1962, suite à la création de la CE en 1957, une politique qui vise donc au développement des différentes agricultures des différents pays de l'Union européenne. C'est tout de même, rappelons-le, 41,68 milliards d'euros, en tout cas en 2014, qui ont été versés donc à ces agriculteurs européens, et en particulier 7,78 milliards pour les agriculteurs français. Enfin, l'Union européenne, autre dernière réalisation concrète, c'est des fonds comme le FSE qu'on voit en bas à gauche sur ce site donc de l'Europe qui s'engage en Alsace. Le Fonds social européen favorise et finance la formation professionnelle en Alsace, mais partout en France également et dans d'autres pays d'Europe. Il y a également le FEDER qui permet le développement de certaines activités économiques. On peut penser ici au port de Marseille ou bien à des ports fluviaux en général en France. Le FEDER, c'est aussi parfois simplement un service périscolaire qui est en partie financé par le FEDER ou des extensions de mairie. Donc voilà comment est utilisé l'argent de l'Europe. Mais tous les pays ne font pas partie forcément de cette Europe au même degré. Certains sont très intégrés, comme ceux qu'on voit dans le carré bleu clair ici, ceux de la zone euro, comme l'Allemagne, la France, la Belgique ou l'Italie, qui sont à la fois dans l'Union européenne, mais aussi dans l'espace Schengen et qui ont adopté l'euro. Mais il y a également d'autres pays qui ne font partie ni de l'espace Schengen ni de la zone euro, comme la Bulgarie ou bien la Roumanie, et d'autres qui ne font partie ni de l'Union européenne, ni de l'espace Schengen, ni de la zone euro, donc ils ne font pas partie de ces trois ensembles, et qui pourtant ont signé les accords, qui ont signé donc les accords de Schengen, mais qui ne font pas partie de l'Union européenne, comme l'Islande, la Norvège et la Suisse. Tout cela amène donc à une certaine confusion, puisqu'on arrive finalement avec une Europe à géométrie variable. On avait parlé précédemment d'Europe à la carte. Alors, il faut se poser maintenant la question de savoir quelle est la place de la France dans ces réalisations concrètes. Eh bien, la France est au cœur de ces réalisations à travers, historiquement, le couple franco-allemand qui est le moteur de l'Europe. On voit donc sur ce document, de haut en bas, les différents chefs de l'État français et allemands qui donc ont participé donc à cette construction européenne et en ont été un moteur. Donc comme par exemple De Gaulle et Adenauer dans la première photo, petit a. Et en bas, on voit, plus proche de nous, Helmut Kohl et François Mitterrand, côte à côte, qui donc également ont participé à cette construction européenne, et qui, en commémorant la Première Guerre mondiale à Verdun en septembre 1984, marque aussi la réconciliation franco-allemande. Verdun, rappelons-le, c'est 500 000 morts, français et allemands, 500 000 soldats morts durant la Première Guerre mondiale. Plus proche de nous encore, le couple franco-allemand, c'est aujourd'hui la chancelière Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron.
Alors la France est au cœur de ses réalisations à travers le couple franco-allemand, mais elle est également au cœur de ses réalisations et au cœur de l'Europe, tout simplement à cause de sa position géographique. On voit sur cette carte les principales routes et les principaux axes ferroviaires donc qui traversent l'Europe et qui passent par la France, faisant donc de la France un carrefour entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, et au-delà même d'ailleurs de l'Europe du Sud, vers la Méditerranée et donc vers l'Afrique. La France est également, donc non seulement en position de carrefour, mais est également inscrite dans une forte coopération transfrontalière. On le voit ici avec la coopération transfrontalière autour de la région Alsace, mais aussi donc du pays de Bade. On voit donc différents eurodistricts comme celui de Strasbourg-Ortenau au centre, qui a financé en partie eh bien la construction du tram jusqu'à Kehl, hein, de la ligne D, de l'extension de la ligne D du tram de Strasbourg jusqu'à Kehl. On a donc cette logique transfrontalière qui est mise en place en Alsace et qui amène donc au financement par exemple du transport ou d'autres activités encore. Mais rappelons-le aussi, les principaux partenaires commerciaux de la France sont des pays européens. On voit dans ce tableau, à gauche les exportations, à droite les importations de la France. Et qui est-ce qui arrive en premier? Eh bien, c'est l'Allemagne dans les deux cas. Puis pour l'exportation, c'est l'Italie. Pour les exportations, c'est l'Italie et la Belgique. Pour les importations, il n'y a qu'une seule puissance émergente ici qui, en tout cas, avant les États-Unis, figure, c'est la Chine. Donc pour les importations. Mais sinon, on remarque bon nombre de pays européens donc comme partenaires commerciaux de la France. Ce sont donc ses principaux partenaires commerciaux. Alors, ces réalisations concrètes, au cœur desquelles se trouve la France, eh bien, participent à la puissance et au rayonnement de la France dans le monde. On le voit ici, par exemple, avec l'exposition universelle de Shanghai, donc en 2010, en Chine, où sont côte à côte, eh bien, les pavillons français avec cette espèce de nid d'oiseau, un petit peu de grillage qui entoure le bâtiment français, à côté donc du bâtiment allemand. La France est la sixième, est en passe de passer ses septième puissance économique mondiale grâce à ses FTN dynamiques et peut-être aussi donc à travers le dynamisme de l'Europe. On le voit ici donc avec un magasin Carrefour qui est présent donc en Chine et qui se passe 64e rang dans le classement mondial des plus grandes entreprises. La France est enfin également une puissance culturelle et linguistique, c'est plus de 140 millions de personnes qui parlent le français dans le monde. Mais rappelons-le encore, et les pays européens parfois ont prêté main forte à la France dans ses interventions militaires, par exemple en Afrique, on le voit sur ce document, puisqu'effectivement la France est aussi présente dans le monde à travers effectivement bien des ambassades, mais aussi à travers bien des simplement des troupes qui interviennent dans différents pays. Alors, si on peut parler d'une intégration de tous les territoires et en particulier de la France dans l'Union européenne, toutefois, certains le sont plus que d'autres et des débats demeurent, puisque on voit sur ce document et les choses n'ont pas tellement évolué depuis, on va le voir dans quelques instants. En violet foncé, ce sont les pays où le PIB par habitant est donc le plus élevé, c'est-à-dire le revenu par habitant, le produit intérieur brut par habitant. Et plus on va vers le violet clair, plus ce sont des pays où ce PIB est faible. On remarque donc qu'il y a un petit peu finalement un centre et des périphéries, nous y reviendrons tout de suite, mais en tout cas une différence de niveau de vie entre l'Est et l'Ouest, hein. Et on voit d'ailleurs que l'Europe, à travers ses aides, essaye de réduire ces inégalités, puisqu'on voit effectivement ici à l'Est un versement des aides européens beaucoup plus conséquent, ou bien dans les régions du sud de l'Europe, des régions donc de l'Europe méditerranéenne. C'est là aussi que les aides européennes sont les plus importantes. 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 Les aides européennes sont
Toutefois, on peut donc arriver à cette conclusion, on le disait il y a quelques instants, que on a une Europe qui oppose un centre autour des pays un peu fondateurs de l'Union européenne, comme la France ou l'Allemagne, à des périphéries comme les ex-pays communistes ou bien une partie de l'Europe du Sud. Autre débat qui demeure également, c'est celui bien du fonctionnement des institutions européennes, parce que d'un côté finalement on a des institutions supranationales à vocation fédérale, donc des institutions qui prennent un petit peu la souveraineté du pouvoir des États, comme la Commission européenne ou le Parlement européen, donc qui légifère le Parlement européen pour les pays, et les pays doivent appliquer d'ailleurs les lois qui sont votées au Parlement européen. C'est quand même à peu près les trois quarts des lois d'ailleurs qui sont débattues à l'Assemblée nationale en France, qui sont des lois européennes en fait. Donc il y a cette opposition entre des institutions qui ont tendance à être au-dessus des États, et puis d'autres institutions qui restent par contre un peu plus dans le giron des États, des institutions de coopération intergouvernementale comme le Conseil européen ou le Conseil de l'Union européenne, où siègent les ministres et les chefs d'État de l'Union européenne. Et on est donc amené à se poser la question si l'Europe adopte un fonctionnement fédéral ou conserve la souveraineté des États. Comme aujourd'hui c'est plutôt le Conseil européen et donc les chefs d'État qui finalement fixent les principales orientations, ce sont eux qui finalement décident et ce n'est pas l'Union. Donc les institutions supranationales à vocation fédérale restent toujours un petit peu en deçà du pouvoir des chefs d'État. Voilà, donc finalement l'Europe cherche à intégrer tous les territoires, même ceux qui sont en périphérie, et on peut penser que l'appartenance à l'Union européenne est un facteur de puissance. Bon nombre de pays aujourd'hui sont encore candidats à l'entrée dans l'Union européenne. On peut penser à des pays comme l'Ukraine ou il n'y a pas si longtemps que ça encore à la Turquie. Mais toutefois, des débats demeurent donc sur le fonctionnement de l'Europe et sur son avenir, sur l'adhésion que les citoyens européens ont à l'Europe. Hein. Finalement, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas? Voilà donc un peu une synthèse de cette dimension un peu plus géographique de l'Union européenne que vous retrouvez donc ici. Merci, au revoir.